Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cet atelier lors des rencontres internationales éco-socialistes sur la brûlante question où va l'écologie politique en Belgique. Je suis Denis, membre de la gauche anticapitaliste et je vais animer l'atelier aujourd'hui. J'ai remplacé une camarade qui est malheureusement malade, qui devait normalement l'animer. On en a déjà discuté ce week-end plusieurs fois et j'imagine que c'est pas étranger pour vous que la question de la crise écologique ne fait que s'approfondir. Pour prendre un élément d'actualité récent, la semaine passée, l'Inde connaissait des records de température. On peut prendre des exemples, exemple après exemple, de la gravité de la situation. Face à ça, dans les années de la décennie passée, il y a eu des vagues de mobilisation autour de la question climatique et écologique au sens large, avec notamment la vague des manifs pour le climat, grèves lycéennes aux alentours de 2018-2019, et aussi les grosses actions de désobéissance civile, type Code Rouge, type Soulèvement de la Terre, Extinction Rebellion, etc. etc. S'en est suivi des gouvernements avec des participations, des gouvernements plutôt progressistes, libéraux progressistes. Je pense à la Vivaldi, notamment l'ancien gouvernement fédéral wallon, où il y avait l'ancien gouvernement fédéral, où il y avait notamment la participation des Verts. Et là, dans la situation actuelle, la question écologique a disparu du débat public, où elle est à la marge. On est plusieurs ici à être inquiets et inquiètes vis-à-vis de cet élément-là. Et il y a même un backlash écologique où plusieurs franges des classes dominantes sont littéralement en guerre contre la question écologique, ni la responsabilité humaine. On peut penser à Trump, évidemment, qui est l'exemple le plus caricatural de cette tendance-là. Voilà. Dans ce contexte international, mais ici, dans ce cadre-ci national, on va discuter donc d'où va l'écologie politique en Belgique. Donc dans ce contexte de débâcle des Verts aux élections de 2024 et également de crises qui peuvent parcourir d'autres partis de la gauche. Et c'est dans ce contexte d'imaginer où on peut aller ensemble qu'on a décidé d'organiser cet atelier à l'occasion de ces rencontres internationales, d'avoir une discussion plus focalisée sur la Belgique. Et donc, dans ce cadre-ci, on a la joie de recevoir d'abord Jory Dupont, qui est un parlementaire indépendant au Parlement wallon. À côté, Clara, qui est membre de la direction nationale de la gauche anticapitaliste, économiste et enseignante dans le secondaire. Et puis, finalement, Pierre Eben, qui est porte-parole du mouvement Demain et qui siège au conseil communal de Liège. Alors, chacune des intervenantes aura une quinzaine de minutes pour présenter ses perspectives sur quel bilan de la séquence passée, d'un point de vue politique, qu'est-ce que politiquement on a réussi à obtenir dans cette vague de mobilisation, et sur base de ce bilan, qu'est-ce qu'on devrait mettre en avant comme revendication, et qu'est-ce qu'on devrait faire, quelle recomposition politique il faudrait mettre en place pour être à la hauteur de la crise sociale et écologique en cours. Voilà, pour commencer, Jory, je te propose de prendre la parole pour une quinzaine de minutes. Donc. Okay. C'est moi qui commence. Bonjour. Je ne vais pas refaire mon parcours, mais peut-être expliquer, puisqu'on est dans cette thématique, revenir sur la séquence des PFAS en Wallonie et en faire une conclusion des limites, à mon avis, de l'écologie politique derrière. Donc, je ne sais pas si vous avez tous suivi la séquence des PFAS, si vous avez tous compris les tenants et aboutissants. Peut-être que je vais faire un résumé de 5 minutes pour rappeler comment ça s'est passé et où on en est. Peut-être ça peut être aussi intéressant. Donc la séquence des... D'abord, est-ce que vous voyez tous ce qu'est les PFAS en fait en soi, hein? Donc, oui, ça vous parle tous. Bon, très bien. Polluants éternels, composés chimiques créés par l'industrie. Pourquoi ? Parce que ça résiste très bien à l'eau, ça résiste très bien à la chaleur. Donc on les utilise dans les poêles en téflon, on l'utilise dans les maquillages, on l'utilise dans plein de procédés chimiques et industriels parce que, super, on a trouvé un truc qui résiste à 1300 degrés et qui résiste à l'eau. Ouais, quand on a inventé un truc qui résiste à 1300 degrés, on peut se dire que c'est aussi un peu persistant dans la nature également. Donc ça, c'est le gros problème des PFAS derrière. Mais bon, évidemment, hein, au début, on a inventé quelque chose de génial. 30 ans plus tard, on se rend compte que c'est la merde. C'est pas le premier polluant qu'on a eu comme ça, en Belgique notamment. Scandale des amiantes et compagnie.
Bref, en 2020, je crois, si je ne me trompe pas, il y a le scandale des PFAS à 3M à Anvers qui éclate, où là, ils veulent construire un tunnel, je pense, et en fait, en excavant les terres, ils découvrent que les terres sont extrêmement polluées au PFAS, et cette pollution vient en fait de l'entreprise 3M. 3M fait, c'est les post-it et les cols des post-it, hein, et donc dans les cols, il y a des PFAS, et ils ont fait contaminer complètement toute la région, etc. Et en fait, pour le coup, je pense que, je pense pas, on sait que des gens dans le gouvernement flamand étaient au courant, on sait de masquer un peu l'histoire, ça a failli faire éclater le gouvernement flamand à l'époque, et suite à ces scandales de PFAS qui arrivent un peu partout dans le monde, hein, donc l'origine vraiment des premiers scandales de PFAS, ça date des États-Unis avec l'usine Dupont qui avait pollué, donc pas mon usine, hein, je m'appelle Dupont aussi, mais c'est pas moi. Avec l'usine, c'est ça, c'est un pur hasard de circonstances. Mais donc l'usine Dupont, effectivement, aux États-Unis, il y a eu tout un film qui s'appelle Blackwater, que je vous invite à regarder d'ailleurs là-dessus, qui démontre tout le scandale et comment ils ont essayé de manipuler les choses, etc. Enfin bref, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, mais donc on commence depuis les années 90, début des années 2000, 2010, 2015, de se rendre compte qu'il y a un problème des PFAS un peu partout dans le monde, quoi. L'usine 3M, scandale des PFAS à l'usine 3M, et le journal Le Monde fait une carte de l'Europe des pollutions au PFAS. Et dans cette carte de l'Europe, la Wallonie est toute blanche, il n'y a pas de pollution PFAS, il n'y a rien du tout. Oupi, on est la seule région d'Europe où il n'y a pas de PFAS. Non, évidemment, là derrière, il y a un truc, c'est qu'on n'a pas fait d'analyse. C'est surtout ça qui se passe. On est donc dans le gouvernement 2019-2024, qui est un gouvernement PS, écolo, MR en région wallonne. Et c'est Céline Tellier, qui est la ministre de l'Environnement, qui est donc une ministre écolo, qui vient à la base d'Inter-Environnement Wallonie. Et là, donc, la compétence environnement et santé environnementale, forêt, santé, etc. Quand le scandale de 3M explose, on pose un peu des questions en mode c'est un peu bizarre qu'il n'y ait rien en Wallonie, est-ce qu'il y a une pollution de PFAS aussi en Wallonie? Ce que nous dit à l'époque Madame Tellier est plutôt, oui, il y a certainement un peu de pollution diffuse, mais il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de consommateurs, il n'y a rien au niveau des PFAS en Wallonie. On ne se satisfait pas vraiment de ces réponses-là, et à l'époque, moi et mon attaché, on essaye un peu de chercher. Et en fait, on tombe assez rapidement sur un site américain qui s'appelle Military Poison, si je ne me trompe pas du nom, qui est un type qui a juste... En fait, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que l'usine Dupont, ça date de quelques années avant quand même, 10-15 ans avant, et donc on commence à se rendre compte aux États-Unis qu'il y a vraiment ce problème des PFAS. Et en fait, ils se rendent compte que les PFAS, on les utilisait aussi dans les mousses anti-incendie énormément, et donc dans toutes les bases militaires américaines. Et donc, dans les années 2015-2016, le Pentagone fait une étude sur toutes leurs bases militaires, et ils en ont beaucoup, hein, tout le monde sait. Donc, il y a plus de 500 bases de l'armée américaine partout dans le monde, et ils font des analyses des sols partout dans le monde sur toutes leurs bases militaires. Ce qui amène par exemple en Allemagne à avoir des mesures autour des bases militaires américaines à ce niveau-là. Il y a un peu des choses qui se font. Et donc en fait ils ont un rapport du Pentagone, et donc le type qu'on contacte à ce moment-là, que j'ai en vidéoconférence, dit moi, vous savez, la Belgique, vous êtes cité. il y a une ligne Belgique pour la base militaire de Chièvre, qui est une base américaine, qui est du côté de Mons, quoi. Et en fait, il dit, ce rapport du Pentagone, il est complètement libre accès, allez le chercher. Et effectivement, on le trouve, on le regarde, et puis on trouve Chièvre, 2017, analyse PFAS, décision, on arrête de boire l'eau du robinet, on ne boit plus que de l'eau en bouteille. Et on est en 2021, quand je vois ça, et on trouve ce truc, et donc ça fait que depuis 2017, les militaires sur la base de Chièvre ne boivent plus d'eau du robinet, et boivent de l'eau en bouteille. Mais les habitants qui habitent autour, dans la commune de Chièvre, eux, continuent à avoir l'eau du robinet. Et donc, c'est un peu la base, l'origine de... Enfin, c'est quand même... Je m'en fous, quoi. Et donc, j'arrive au Parlement avec ce rapport du Pentagone en disant, mais Madame la Ministre, vous nous avez dit qu'il n'y avait rien. Il y a un rapport qui existe de 2017 du Pentagone où tous les militaires américains ont arrêté, ne boivent plus d'eau du robinet depuis déjà, en fait, 5 ans, quoi. 4 ans. Et à l'époque...
je me fais traiter de populiste. C'est un peu ce qui passe dans la presse. Oui, vous essayez d'alarmer les gens, vous faites peur aux gens, il n'y a rien, etc. Elle commande une étude, effectivement, d'analyse de l'eau dans les puits de Chièvre. Et elle nous sort, donc on est plus ou moins, je pense, en juin. En septembre, il y a les résultats de l'étude. Et elle me dit non, tout va bien, il n'y a pas de problème de PFAS, etc. Et bon, c'est tout ce que... Elle éteint un peu la polémique à ce moment-là. 1 an et demi plus tard, investigation de la RTBF s'intéresse un peu au sujet et essaye d'avoir ses résultats d'analyse, puisqu'elle me dit, vous regardez, on a fait des analyses ici en septembre, il n'y a rien. Et toutes mes questions parlementaires pendant 2 ans, non, il n'y a pas de pollution PFAS, etc. En 2023, donc investigation fait des recherches et arrive à retomber sur les analyses d'eau de Chièvre. Et en fait, les analyses d'eau ont commencé effectivement en septembre, mais elles ont continué tous les mois. Et à partir de octobre, toutes les analyses d'eau pendant 1 an et demi sont catastrophiques, avec des taux de PFAS qui avoisinent les 300-400 nanogrammes par litre d'eau, sachant que la norme européenne qui est mise en application maintenant, c'est 100, et que 100 ne veut rien dire. On en reparlera après, mais 100, c'est vraiment une décision purement arbitraire des lobbies de la chimie au niveau européen qui ont fait pression pour qu'on mette une norme qui soit... Ouais, mais elle n'a aucune valeur scientifique, 100. Mais donc on est à Chièvre avec des analyses qui pendant 2 ans avoisinent les 300-400 de nanogrammes. En 2023, un peu avant le reportage d'investigation, la SWDE, la Société Wallonne de l'eau, installe des filtres à charbon sur le puits de captage à Chièvre, sans avertir la population qu'il y a un problème de PFAS. Ils ne disent rien à personne. Il n'y a aucune info. Et ce n'est que quand le reportage sort d'investigation qui dit en fait le député Dupont avait raison, il y a un problème, que là le truc éclate un peu publiquement, quoi. Mais ils avaient déjà pris des mesures, ils avaient mis en place des filtres à charbon, etc. Mais sauf qu'ils n'ont jamais averti la population qu'il y avait un problème dans l'eau qu'ils buvaient depuis, en fait, 2017, ça c'est le moment de l'analyse par l'armée américaine, mais en fait les pollutions en PFAS sont bien antérieures. Donc ça fait au moins 15-20 ans que ces gens boivent une eau contaminée avec des polluants éternels à des niveaux très très élevés. Et d'ailleurs, en fait, on retrouve par exemple dedans, pour la composition chimique, il y a des PFOS qui sont interdits depuis déjà les années de 2010, je crois, un truc comme ça. Donc ça prouve que la contamination, elle est bien antérieure, etc. Bref, ça a amené quand même à ce moment-là à ce que l'ensemble des eaux wallonnes soient analysées. Mais un des problèmes pour moi dans la séquence, enfin il y a plusieurs problèmes, mais un des problèmes dans la séquence, c'est que maintenant on met des filtres à charbon partout où on trouve des PFAS. Ces filtres à charbon sont payés par la collectivité et par les citoyens, puisqu'en fait, le principe de facturation de l'eau, c'est le coût vérité de l'eau. Donc, la SWDE, elle a un coût parce que voilà, elle a du personnel, elle a des traitements d'eau, etc. À chaque fois qu'on met un filtre à charbon, ce coût est reporté sur la collectivité et pas sur le pollueur. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui est responsable de cette contamination PFAS. Le doute est plus que mis sur la base militaire, évidemment. Puisque les Moussintiens incendie sur les bases militaires, il y avait des suspicions sur les casernes de pompiers, d'entraînement de pompiers qui sont pas loin, etc. Mais ça semble très clairement la base militaire. Toujours est-il que on est en 2026, depuis 2022-2023, on a des filtres à charbon qui sont mis à Chièvre, mais pas qu'à Chièvre, parce qu'on a aussi découvert des PFAS sur toute la dorsale wallonne qui monte de Mons à Bruxelles, qui alimente d'ailleurs les eaux bruxelloises, où il y a des contaminations PFAS aussi. Il y a à Nandrin aussi, il y a 2-3 endroits en Wallonie où donc on sait qu'il y a des contaminations et donc on met des filtres à charbon. Mais comme je vous ai dit, c'est hyper résistant les PFAS. Donc en fait, le filtre à charbon, il faut aller le brûler dans des hauts fourneaux à 1400 degrés pour pouvoir éliminer les PFAS. C'est un coût monstrueux. Et ce coût monstrueux arrive sur les gens qui sont déjà pollués. Donc ils ont bu de l'eau polluée, mais en plus, double peine. Finalement, ils doivent derrière en fait payer la dépollution de leur eau. Et c'est là, je trouve un peu toute la limite de l'écologie politique dans le questionnement actuel. Puisqu'effectivement, en fait, d'abord, il y a eu des tentatives de minimiser vraiment la situation, qui est dans le chef aussi de la SWDE, pour le coup, qui est gérée comme une entreprise privée, où ils ont quatre mandataires payés à 250 000 euros. L'ancien
le bourgmestre actuel de Theux, par exemple, qui était dedans, qui faisait partie, pour revenir dans la région liégeoise, et 4 autres mandataires qui sont hyper bien payés pour finalement ne rien faire et n'avertir personne quand il y a des pollutions. Quand on prend des décisions, finalement, c'est quand même les citoyens qui payent et pas les pollueurs qui sont responsables de les contaminations au PFAS. Le PFAS, c'est une invention chimique. Il y a quelqu'un qui l'a créé, il y a quelqu'un qui l'a mis sur le marché. Et donc tout ce truc de, effectivement, même avec une ministre issue de l'écologie politique, en fait, la situation n'a pas été améliorée pour les citoyens. Et maintenant, on a Yves Copiters. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils essayent de mettre toujours en environnement des gens issus de la société civile pour se donner bonne conscience. Donc c'est Yves Copiters, mais qui n'a rien fait de plus. En fait, il a fait même moins fait. Il a juste bénéficié de ce qui a été mis en place. C'est vrai qu'en maintenant, en Wallonie, il y a une analyse des eaux, et donc les eaux sont suivies sur les PFAS. Mais elles sont suivies sur cette base de cette norme européenne. Je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes sur la norme européenne. T'as encore 5 minutes. Ok. Donc, parce que cette fameuse norme européenne qui vient d'arriver, donc elle est de dire, en fait, pour l'ensemble des PFAS, pour 20 PFAS cumulés, on autorise maximum 100 nanogrammes dans l'eau. Ce truc-là ne sort de nulle part. Il n'y a aucune analyse scientifique qui dit au-dessus de 100 c'est dangereux et au-dessus de 100 c'est pas dangereux. Les PFAS, c'est pas que l'accumulation fait qu'à un moment tu vas avoir un cancer. On sait que les PFAS, c'est un peu plutôt un schéma comme ça. Hein, donc ça peut peut-être être hyper dangereux à 10 nanogrammes, comme ça peut être moins dangereux à 20, on n'en sait rien en fait. Et donc en fait le principe devrait être un principe de précaution. Ce qui était assez comique, c'est qu'à l'époque, les engagés étaient dans l'opposition avec nous, et le MR était dans la majorité, mais on profitait pour taper sur Écolo à fond. Il me disait en Bonaparte, allez, demande la démission. Je ne vais pas demander la démission, ça n'a aucun intérêt, ça n'a rien changé pour les citoyens. Et en fait, maintenant, ils sont en majorité et ils n'ont rien fait de plus. Finalement, elle a quand même au moins mis... Allez, quand le scandale est sorti, elle a quand même mis en place des analyses d'eau partout en Wallonie. Elle a fait en sorte que ça soit respecté à 100 nanogrammes, ce qui n'est pas bon, hein, parce que pour moi, ce n'est pas un principe de précaution. Je tapais dessus en disant... Il faut avoir un principe de précaution parce qu'en fait, on ne sait pas à quel moment c'est dangereux et donc le 100 nanogrammes ne vaut rien. Il faut aller plus loin que les normes européennes. Mais ils ne font rien de derrière. Donc eux tapent à fond dessus. Maintenant, ils sont la majorité. Ils ont le poste. Ils ont Yves Copiters, qui est quand même un scientifique un peu trop long. On l'a tous vu pendant l'époque du Covid. Et lui ne fait rien, en fait. Il ne fait certainement pas plus qu'a fait Tellier. Mais en fait, il se contente de ce qu'avait mis finalement Tellier à l'époque. Donc ça démontre que ce n'est pas parce que tu es un écologiste, finalement, je pense, au poste ou quelqu'un désengagé, que les choses changent. Les choses ne changent pas à ce niveau-là. On est en 2026, les filtres à charbon sont toujours payés par les citoyens. Et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de cette... Bon, on pourra peut-être revenir après sur d'autres sujets. Ça marche. Merci, Jory. Pierre, je te cède maintenant la parole aussi pour une quinzaine de minutes. Je peux peut-être tourner le micro un petit peu vers toi. Comme ça ? Ouais, c'est très bien. Super. Donc le débat aujourd'hui, donc d'abord merci pour l'invitation, c'est super cool d'être ensemble. Le débat aujourd'hui, c'est où va l'écologie politique en Belgique ? Et en fait, c'est une question intéressante parce qu'on est sur un paradoxe majeur à mon avis. D'un côté, on a une crise climatique qui est reconnue comme majeure. Elle est reconnue comme majeure par la communauté scientifique dans son immense majorité. Mais même, il y a des coups de sonde dans la population belge. Il y a plus d'un Belge sur 2 qui considère que le changement climatique est un des problèmes globaux les plus graves de notre société. Ça, c'est pour ce qui est des scientifiques, de la population. Et si on regarde les partis politiques, en fait, tous aujourd'hui se disent écologistes. Alors, c'est éco-socialiste, même pour le PS. Écolo, c'est l'écologie populaire. Un peu rigolo, mais c'est comme ça. Le PTB, ils ont ce qu'ils appellent le socialisme 2.0, dans lequel il y a aussi la question de la justice climatique. Ça, c'est le contexte dans lequel on est. C'est super. On se dit, tout le monde dit que c'est majeur. La population est pour qu'on agisse sur cette question-là. Donc, il va se passer plein de choses. Et il ne se passe rien. On a des mesures qui sont absolument insuffisantes pour atteindre même les objectifs climatiques qu'on s'est fixés et c'est un peu comme pour les normes qui sont pourtant déjà absolument insuffisants. Et donc, on est dans un contexte dans lequel le problème de l'écologie politique aujourd'hui, c'est pas qu'elle est marginale. Tout le monde se dit écolo. Le problème, c'est qu'elle est inoffensive. C'est-à-dire la façon dont on prend, le bout par lequel on prend le problème est inoffensif et donc on échoue forcément. Et donc, c'est pas un problème de manque de radicalité. C'est pas un problème de trop de radicalité, par contre, c'est au contraire un problème de manque de radicalité. C'est quoi le paysage politique dans lequel on est ? Parce que c'est aussi lié peut-être au paysage politique tel qu'il est aujourd'hui. Je le redis, on vend une espèce de consensus écologique, et c'est vrai qu'on retrouve dans les programmes de tous les partis, alors,
on va dire surtout progressistes, mais enfin dans tous, on retrouve une espèce de triptyque, c'est la rénovation des bâtiments, la réduction des émissions et le déploiement des renouvelables. Avec une vitesse différente, etc. Mais tous disent qu'il faut faire ça. Et dans le même temps, tu parlais d'Environnement Wallonie qui s'appelle aujourd'hui Canopéa, dont est issue Céline Tellier, qui sont vraiment pas des gauchistes, pour le dire platement. Même eux ont fait des analyses dans lesquelles ils disent en fait ce qu'on fait c'est absolument insuffisant, et surtout, indépendamment de la question du rythme auquel on fait les choses, c'est qu'on évite les vrais sujets en fait. Les vrais sujets c'est quoi? C'est la question de la surconsommation. On est dans une société productiviste dans laquelle tout passe par cette question. C'est la question qui est liée, qui est la logique de croissance dans laquelle on est aujourd'hui. On ne parle pas de la répartition des parts d'un gâteau, on parle du fait qu'il faut faire grandir le gâteau, même pas pour répartir les parts d'ailleurs la plupart du temps. Et à travers ça aussi, c'est le pouvoir des multinationales. Alors, je cite le multinational, mais on pourrait dire le pouvoir du privé, le pouvoir du marché sur les choix qu'on veut faire comme société. Et ça, il n'y a aucun parti qui pose véritablement la question. Alors, on rajoute à ça les couches institutionnelles avec 5, 6, 7 gouvernements qui doivent se mettre d'accord quand il faut qu'on dise quelque chose à l'échelle européenne sur ces questions-là. Et donc, la plupart du temps, on fait des compromis, des demi-mesures, voire on ne dit même rien. Hein, c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises quand on est censé aller porter la parole belge, on ne dit rien. Et donc, le système politique actuel, il crée une écologie de compromis qui est fragmentée, qui est incohérente, qui est lente. Et puis surtout, il crée une écologie qui ne mobilise pas les classes populaires. Je dis que la population est majoritairement consciente de ce qui se passe. Mais en fait, ce qu'elle voit, c'est que l'écologie telle qu'elle est conçue, c'est une contrainte plutôt qu'un projet de société. C'est faire tomber sur la tête de certaines personnes ce qui se passe. Et il faut dire que le MR a bien surfé sur ça, notamment pour désaguer à juste titre les écolos. Donc pour moi, le problème, ce n'est pas que les partis ne proposent rien, le problème, c'est qu'ils ne vont pas assez loin dans ce qu'ils proposent. Ils ne remettent pas sérieusement en cause nos modes de production et de consommation. Et il y a un tabou majeur, quelque chose qu'on voit dans aucun des programmes politiques aujourd'hui. On parle d'efficacité énergétique, de nouvelles technologies, d'innovation. Mais la question centrale qui est, est-ce qu'on peut continuer à produire et à consommer toujours plus dans un monde fini? Cette question-là, elle est nulle part. Ou alors elle est portée très mal par des gens qui se définissent dans la décroissance, comme porteurs de la décroissance, mais elle est en fait dans le paysage politique, dans la population, c'est un débat qui n'existe pas et qui est un débat qu'on doit pourtant avoir parce que c'est la base de tout en fait. C'est la base de tout de ce qui nous arrive ici. Voilà. Pour revenir sur le paysage politique, je vais faire de manière un peu synthétique. Le but, c'est pas de casser les paysages politiques et les trois partis de gauche tels qu'ils sont aujourd'hui, mais c'est un peu d'essayer de synthétiser par quel bout ils attaquent la question, en fait. Une fois qu'on a défini quelle centrale, par quel bout ils attaquent. On va dire le PS, qui se dit aujourd'hui éco-socialiste, qui parle d'écologie sociale, en pratique, qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans une logique de croissance économique, il reste dans une logique de soutien aux entreprises, il reste dans une logique de compromis avec le marché. Et bon, moi, je suis mobilisé sur la question du nucléaire parce que c'est vraiment un des combats centraux qu'on a pour le coup un peu perdu dans l'opinion publique, je pense. Le PS, il reste très ambigu, quoi. Il dit on est pour une prolongation. On est à nouveau, il vient sur cette idée de nouvelles technologies. Ils vendent les SMR, ces petites centrales, soi-disant petites, comme une nouveauté. Et je suis liégeois et donc par exemple, un des sites historiques de la sidérurgie liégeoise, qui s'appelle Chertal, qui est une île, une grande superficie qu'on va réutiliser pour mettre de l'industrie dessus. Et ils ont fait faire une étude pour envisager d'y mettre une centrale nucléaire, parce que c'est compliqué, on ne sait pas en mettre partout, la Belgique c'est petit. Et les bourgmestres socialistes des communes concernées qui devraient hurler comme des fous en disant vous êtes dingue de foutre une centrale à Liège, c'est à 8 km du centre, mais les communes de Houpeye et de Herstal, qui sont les deux autres, c'est dessus, quoi, c'est sur leur territoire. Ils disent rien, ils disent oui, si c'est une petite centrale, pourquoi pas. Enfin, ils disent rien quoi, sur ces questions-là, et je trouve que c'est hallucinant. Donc pour moi, le PS ne propose pas une transformation écologique. Il propose une adaptation du système existant au mieux. Et face à la crise climatique, c'est évidemment absolument insuffisant. Alors écolo dans le programme, je trouve que dans le programme, il y a une forme de radicalité sur la question environnementale. C'est leur ADN. C'était la sortie du nucléaire, c'était le 100% renouvelable. Pas dire on va mettre du renouvelable, mais on va passer à du renouvelable et rien qu'à du renouvelable. C'est aussi une certaine idée de transformation de la société. Le problème, c'est que l'écolo, c'est quand ils gouvernent, quoi, en fait. Le problème, c'est que là, on voit l'écart radical pour le coup entre ce qui est le programme et les compromis qui sont faits. Alors, on est dans un système qui fait qu'on construit des compromis, mais à un moment ou à un autre, on veut aussi voir les formations politiques qui gagnent des points et qui mettent. Vincent de Crowley, il appelait ça les feux rouges et les feux verts, c'est même écolo qui avait mis l'idée, c'est-à-dire on vient dans un gouvernement si on a au moins quelques points sur lesquels on a des victoires. Si on n'a pas des victoires sur ces points-là, c'est pas la peine d'y aller. Voilà, et je pense que les victoires, elles sont pas sur les enjeux essentiels aujourd'hui. Je dis pas qu'il y en a pas, mais elles sont pas sur les enjeux essentiels aujourd'hui quand on a des gouvernements
avec des écologistes, c'est l'histoire, et donc ils se prennent chaque fois une dégelée derrière. Il y a une perte de crédibilité, parce qu'on voit qu'il y a une cogestion d'un système qui reste productiviste avec des compromis majeurs, sinon des compromissions. Et donc la conclusion de ça, c'est aussi une perte de soutien populaire, parce que les gens voient bien le décalage entre les discours et les actes. Voilà. Écolo est quand même devenu assez largement un parti de gestion, je pense. Un parti pour moi, c'est un collectif humain, et je ne l'enterre pas et je ne le mets pas quelque part. Mais à un moment, je pose des constats de où sont les formations politiques aujourd'hui. Et voilà, l'idée est quand même de construire des majorités pour faire des choses différentes. Et alors je viens sur le troisième, c'est le PTB. Moi je dirais, si je devais synthétiser le PTB, je dirais une critique juste mais incomplète. Donc le PTB, il dit des choses importantes. Il dit oui, les multinationales ont trop de pouvoir. Il dit oui, l'austérité bloque la transition. Mais en pratique, la question écologique reste souvent secondaire dans le projet du PTB aujourd'hui. Elle est traitée uniquement comme une question sociale. Or, la crise écologique, ce n'est pas juste une question de redistribution. C'est une question de production, c'est une question d'industrie, c'est une question de modèle économique. Et là, je trouve que le PTB reste encore flou. Alors, des combats qu'on mène à Liège aussi, par exemple, c'est contre l'aéroport de Liège, qui est vraiment un modèle de fou. À maints égards, on pourra en parler. Je veux dire, on détruit des terres arables, on fait venir par avion des produits, on exploite des travailleurs avec du travail de nuit, avec des problèmes de dos, etc. Ça ne tient de nulle part. Et à terme, ça va refaire la même catastrophe que ce qu'on a avec l'industrie métallique, c'est-à-dire l'automatisation va faire perdre une grande quantité des emplois qui sont là-bas. Et bien sur ça, on avait obtenu une audition au Parlement wallon sur cette question-là avec une ASBL avec laquelle on a travaillé et des citoyens qui s'étaient mobilisés. On n'a pas eu le soutien, quoi. Vraiment, on n'a pas eu de soutien sur cette question-là, alors que c'est vraiment une question. Outre le fait que pour faire fonctionner cet aéroport, on s'assied sur des lois sur le problème des bruits des riverains, etc. On n'a pas entendu. On a fait venir une scientifique française qui a expliqué, par exemple, les impacts sur la santé des gens qui vivent à côté des aéroports. Et l'aéroport de Liège, il est à côté de notre ville et il fonctionne de nuit. Qui disent c'est des années de vie qui sont perdues pour des dizaines et des dizaines de milliers de personnes avec ce que vous faites là-bas. Je veux dire, c'est des chiffres qui sont effrayants. Et c'est pour ça que des aéroports en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. ont décidé d'arrêter singulièrement les vols de nuit. Zéro impact ici sur des gens qui sont censés être des élus progressistes. C'est quand même un truc de fou. Donc si je voulais résumer de manière un peu carrée, je dirais le PS, il gère le système, l'écolo, il s'adapte au système, et le PTB, il critique le système. Mais il n'y en a aucun aujourd'hui, à mon estime, qui ait vraiment envie de le transformer en profondeur. Sous cette question écologique, hein, entendez-moi bien dans ce que je dis ici. On ne remet pas en cause le capitalisme et le productivisme, qui sont à mon avis deux choses qui vont ensemble fondamentalement. Et si on ne fait pas ça, on ne peut pas résoudre la question de la crise écologique. Le système actuel, il repose sur quoi? Sur un triptyque qui est la recherche de profit, la croissance infinie et l'exploitation des ressources. Et ça, il y a même des analyses écologiques, on va dire, plus classiques qui le reconnaissent. Le modèle actuel, il est incompatible avec les limites planétaires. Et c'est quelque chose qu'on n'entend pas. Il y a peu de monde qui veut ouvrir ce débat. Et donc on bricole, on ajuste, mais pendant ce temps, la crise avance. C'est assez hallucinant que cette question, à chaque chiffre qui nous revient, par exemple sur la question du réchauffement et du dérèglement climatique, qui montre qu'on va dans le mur et on y va encore plus vite que ce qu'on croyait, ça a en fait de moins en moins d'impact. C'est comme si, il y avait ce film Don't Look Up, il y a vraiment ce truc-là qui est terriblement présent dans nos sociétés aujourd'hui. Bon, alors c'est là, à mes yeux, alors chacun aura sa recette, et puis j'espère qu'on peut se mettre d'accord sur des recettes quand même, mais c'est là qu'intervient la question de l'écosocialisme. L'écosocialisme, c'est précisément le contre-modèle, c'est l'idée d'un constat simple, c'est que cette logique du capitalisme, profit, croissance, exploitation, elle est incompatible avec les limites écologiques. Et donc il ne s'agit pas d'ajuster, mais de transformer la société, les modes de production, la répartition des richesses et la question de la démocratie. C'est vraiment réimbriquer l'économie dans un projet de société, qui est exactement le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui, puisque c'est l'économie qui dicte là où va la société, et il faut absolument avoir une logique inverse. Alors là, j'ai fait ce que j'aime pas faire, c'est-à-dire j'ai critiqué comment font les autres, et j'ai juste fait la paternité. Je pense que si on parle de ce que font les autres, ou si on surtout à gauche, en disant oh, le PS il n'est pas assez ceci, les écolos ils sont trop cela, etc., en fait, on discute de nous. Et le but, c'est pas de discuter de nous. Le but, c'est d'essayer d'aller porter vers la population, vers une large part des pans de la société, des propositions qui nous identifient comme les personnes qui peuvent leur proposer un projet de société plus souhaitable et désirable que celui qu'on a aujourd'hui. Alain Badiou, il a écrit un livre qui s'appelait L'hypothèse communiste, que je trouve toujours très intéressant. Alors, on est d'accord ou pas avec Alain Badiou, mais qui était de dire, à un moment ou à un autre, ce qui a porté le communisme, c'est ce que les gens projetaient dedans. C'est les propositions qui étaient associées à cette idée. Il y avait une forme d'idéal et une forme d'espérance, quelque chose vers lequel on va. Aujourd'hui, est-ce que la gauche peut encore prétendre à ça? Je pense difficilement, et je pense que c'est ça qu'on doit reconstruire.
si on veut citer Gramsci, on pourrait dire qu'on a une reconquête à faire dans la population pour qu'à un moment ou à un autre, je donnais l'exemple du nucléaire. Le nucléaire, je pense qu'il y avait 80% de la population qui était bien consciente du fait que c'était une merde, qu'il n'y avait pas de solution, etc. On est 30 ans plus tard, il n'y a toujours pas de solution, c'est toujours une merde. Et pourtant, je prends cet exemple de pétition qu'on a lancée, d'ailleurs que je vous invite à signer et en prendre si vous voulez, contre l'installation d'une centrale à Chertal, et partout ailleurs d'ailleurs. Les réponses qu'on a sont d'une désinformation et d'une agressivité crasse. On a des gens qui vous disent « vous êtes des imbéciles » parce que, alors que le nucléaire ceci, cela, en disant des énormités, des choses dingues. Et donc, il y a vraiment un combat à mener. Je viens sur l'idée centrale de ce que je veux faire ici, c'est, pour moi, il faut qu'on ait des propositions. Si on veut reconquérir, il faut des propositions. Et ici, j'en mets 4 sur la table, 4 trucs à débattre entre nous, qui peuvent être pour des anticapitalistes rouge-vert, quelque chose qui fait un moteur commun. Voilà, alors, la première, et la dénomination est ancienne, etc., mais elle a été repopularisée, je pense, notamment par la France Insoumise, c'est l'idée de planification écologique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas des incitants, il ne faut pas des petits mécanismes, il faut un vrai plan public de transition avec la question du logement, du transport et de l'énergie, avec des investissements qui sont massifs et coordonnés, avec des décisions qui sont prises avec une participation des citoyens. Il faut sortir de l'idée du pilotage par le marché. Le marché ne planifiera jamais une transition suffisante que pour sortir de la logique dans laquelle il se complaît aujourd'hui. Ça, c'est évident à mes yeux. Et voilà. Et donc, l'idée de planification écologique, c'est aussi l'idée de mettre l'intérêt général au centre. Deuxième idée, c'est l'idée de socialisation des secteurs clés. Je reviens sur les secteurs clés qui sont, en fait, c'est toujours le même triptyque, hein, c'est logement, transport, énergie. J'ajoute sans doute ici banque, on pourrait dire banque d'investissement climatique. En tout cas, la question d'avoir des moyens pour faire autre chose. C'est des secteurs qui déterminent notre empreinte écologique. Et donc, sans contrôle public, on laisse la transition aux logiques de profit. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est l'impasse absolue des gens qui conçoivent l'écologie politique dans le cadre de la logique de marché actuelle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, dans les faits, on laisse Total ou Engie décider de notre avenir climatique, avec le seul critère qu'ils ont, c'est de se donner une bonne image, mais qui n'est jamais d'instaurer une vraie transition. Troisième proposition, la question d'une garantie sociale de transition. Alors, le terme est un peu, etc. aussi, mais pour moi, c'est l'idée, on doit rendre l'écologie populaire. Je reviens sur ça. Pour moi, c'est l'échec central de l'écologie politique telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire de la rénovation massive de logements avec de la gratuité pour les revenus modestes, c'est-à-dire que l'État intervienne pour rendre ça possible pour tout le monde. Il faut des transports publics gratuits ou quasi gratuits. Il faut qu'ils soient meilleurs aussi, parce que c'est un autre débat. Ce n'est pas seulement la gratuité, c'est l'offre, évidemment. Et c'est la question des prix de l'énergie qui soient régulés. Pour moi, l'écologie, elle doit améliorer la vie quotidienne. Sinon, c'est ce qui est maintenant, elle est rejetée. Donc, il faut rendre ça concrètement possible. La quatrième proposition, c'est la réduction du temps de travail, la réduction collective du temps de travail, sobriété choisie, on pourrait appeler. C'est la question du partage du travail, de moins de production inutile, de plus de temps pour la vie sociale, culturelle et démocratique. Sortir d'une logique productiviste, retrouver la capacité à penser une autre société, redéfinir la notion de richesse autrement. Parce que produire toujours plus dans un monde fini, ce n'est pas possible. J'arrive tout doucement à la fin. Très bien. Alors, volontairement, ici, je n'ai pas parlé de la question des sous, parce qu'en fait, pour moi, le financement, c'est, contrairement à ce qu'on entend en boucle, c'est la question qui est la plus simple à réduire. On produit des richesses comme on n'en a jamais produit, on en produit même trop, en vérité, et la part de cette richesse qui est captée par les plus riches ne cesse de croître. Donc, il existe des dizaines de mesures simples pour répartir cette richesse au bénéfice de la société. Moi, j'aime bien le concept de revenu maximum autorisé, c'est-à-dire, comme disait, comment il s'appelait encore le gars du PCF, là, au-dessus de telle somme, je prends tout. Donc, on a enlevé les tranches de l'IPP de plus en plus, on a jusqu'à 75% en Belgique. Aux États-Unis, ils ont été jusqu'à 90% à l'époque Roosevelt. C'est de dire, on remet des tranches et on met une tranche qui est de 100%, et on lie les revenus maximum aux revenus minimum. Il n'y a que l'économie sociale qui fait ça aujourd'hui, où on relie les revenus des uns. Et moi, je dis bien revenus, pas seulement salaire d'ailleurs. Il faut faire ça, il faut élargir ça à la société. Il n'est pas, avant les libéraux disaient ça, il n'est pas sain dans une société qu'une personne gagne 50, 100, 1000 fois plus qu'une autre dans une société. Ce n'est pas possible, ce n'est pas faire société. Et donc c'est une règle de base. Donc moi, j'aime beaucoup ce principe qui est d'aller s'attaquer aux revenus. Alors, on a dans une société où les gens ont construit aussi du patrimoine, et il est aussi légitime de s'attaquer au patrimoine, comme on le fait avec les taxes foncières. C'est un débat qui a lieu en France pas mal pour le moment avec la taxe humaine. Ça aussi, c'est un truc sur lequel il faut aller. La question des revenus financiers. Voilà, les outils sont là. Je pense que la question de trouver des moyens pour faire ces choses, en vérité, si on a un rapport de force, c'est la plus simple. La question de changer les mentalités et de conquérir les mentalités pour arriver à faire ça, c'est la plus compliquée. Donc ma conclusion, c'est la suivante. L'écologie politique belge,
ou l'écologie en général, parce que l'écologie politique est quand même associée à la conception qu'a écolo de l'écologie aujourd'hui, elle est à la croisée des chemins. Soit elle continue sur la voie aujourd'hui, qui est une voie modérée, technocratique, de petits ajustements, et elle va échouer face à l'ampleur de la crise. Elle échoue et elle continuera d'échouer, et j'ai envie de dire, elle va perdre la bataille, elle va perdre deux batailles. Elle va perdre la bataille climatique et elle va perdre la bataille de la confiance populaire. Soit on assume une rupture sur l'économie, une rupture sur les questions sociales, une rupture sur la question démocratique. Je ne l'ai pas abordé ici, mais ça c'est un enjeu absolument central aujourd'hui, de reconstruire de la démocratie, de réimpliquer les gens dans la question démocratique. C'est une grande victoire de l'ultralibéralisme que de mettre de la tête des gens que être élu c'est pourri. Moi je suis élu à l'échelle locale, on a 3 francs 6 sous, je rends l'intégralité de ce que j'ai, je fais ça en plus, je sacrifie ma vie de famille en partie, je ne fais pas ma victime ici mais pour faire ça, et du jour où j'ai été élu, les gens disaient « Ah ouais, mais maintenant t'es un élu, t'es dans un autre monde, quoi, t'es autre chose ». Ça c'est une victoire terrible. C'est le monde idéal des ultralibéraux que d'avoir un monde de technocrates. On doit revendiquer l'idée que être élu pour un temps et puis faire autre chose, c'est un truc sain en démocratie, quoi. Je veux dire, c'est la base de la démocratie. Et donc voilà. Et il faut assumer aussi le fait d'affronter les puissances économiques. Ça c'est un truc central pour moi. On est aujourd'hui dans un monde où les multinationales ont parfois le poids d'État. Il faut changer les règles du jeu, il faut proposer un vrai projet de société. Alors seulement, l'écologie peut devenir un projet majoritaire, populaire et un vrai projet de transformation. Et donc, pour conclure, je dirais ça. La vraie question, c'est pas seulement comment sauver le climat. La vraie question pour moi, c'est dans quelle société on veut vivre. Et la réponse à ça, elle est profondément écologique, elle est profondément sociale, elle est profondément démocratique. Et c'est tout l'enjeu qu'on a devant nous. Et je pense qu'on a la possibilité et la capacité de le faire parce que je pense que aussi une large partie de la population est fatiguée du monde assez triste dans lequel on nous fait vivre aujourd'hui, qui est le capitalisme. Je vous remercie. Merci bien. Clara, je t'en prie pour 15 minutes aussi. Merci. Alors, déjà, je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites et je pense que c'est un débat très important et riche à avoir pour notamment se rendre compte des limites des politiques écologiques ou peut-être d'une absence aussi de politique écologique à l'heure actuelle. Je pense que les PFAS, c'est un exemple qui illustre bien aussi comment est gérée de telles crises, que ce soit écologique ou de santé ou sociale, dans le système capitaliste. J'ai pris un autre exemple qui, pour le moment, dans la situation actuelle géopolitique internationale, illustre bien en fait l'absurdité de comment fonctionne notre système, le système capitaliste globalisé. Donc récemment, il y a environ 2 semaines, il y avait un article publié dans The Tate qui parlait des cours boursiers de Ferrari et des résultats de Ferrari dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce que en fait, Ferrari a un marché important de clients au Moyen-Orient. Et du coup, la question, c'est est-ce que ça ne pose pas problème en fait, pour leur chiffre d'affaires, ce qui se passe actuellement avec le blocage de l'étroit d'Ormuz. Déjà, dire que en fait, les coûts supplémentaires en termes d'énergie, etc., pour l'entreprise n'étaient pas un grand souci parce que de toute façon, les clients étaient suffisamment riches pour payer le surcoût. Et le seul problème, c'est effectivement en fait, comment arriver jusqu'aux clients alors qu'il y avait un blocage du transport par bateau. Mais bon, ils ont été suffisamment inventifs pour trouver une alternative, c'est qu'ils ont commencé à transporter les avions par avion et donc proposer ça à leurs clients qui étaient effectivement prêts à payer ce surcoût pour continuer à consommer leur voiture de luxe. Je pense que c'est vraiment une illustration de la folie actuelle. En fait, il y a une élite de personnes qui ont un pouvoir d'achat énorme, alors qu'il y a d'un autre côté des centaines de millions de personnes qui vivent dans la pauvreté extrême, qui subissent aussi les effets de la pollution, des émissions, etc., qui sont causées par ces mêmes personnes et au bénéfice du coup de clients riches, mais aussi des profits de l'entreprise. Et en même temps, on va dire, c'est quand même bien, non, parce que ça stimule la croissance économique, on crée des emplois dans les usines, dans les aéroports, et par ailleurs, ne vous inquiétez pas, parce qu'on réduira les émissions grâce à l'efficience énergétique qui ne fait que s'accroître, et grâce aux compensations carbone,
Parce que si les firmes polluantes émettent un peu trop, elles pourront acheter et préserver des forêts pour compenser ça. De toute façon, il y a assez de forêts en Afrique. Voilà. Ça, c'est la logique actuelle auquel on fait face. Et je pense que c'est vraiment important de se mettre d'accord sur le constat principal et l'analyse de cette société dans laquelle on vit. Parce qu'en fait, on vit dans un monde qui est hyper connecté. Sauf qu'il y a donc une interdépendance énorme entre individus, mais aussi entre régions, entre pays, entre continents. Mais cette interdépendance est masquée en réalité par le fonctionnement d'un marché, du système de marché, un marché anonyme et la propriété privée. Et le discours néolibéral, en fait, nous fait croire en plus que chaque individu a l'entière liberté de gérer sa propre vie à sa convenance, à moins que l'État ne s'y mêle pas trop, et d'où viennent aussi des simplismes attractifs pour beaucoup de personnes, comme on vivrait mieux si on paye moins de taxes. Alors qu'on on se pose plus la question à quoi servent les taxes, à quoi servent les contributions. Et du coup, c'est comme en fait donc l'extrême droite pour sa part s'appuie peut-être davantage sur des notions de famille, de peuple ou de communauté, mais il va pousser cette même logique du chacun pour soi en fait jusqu'à ces extrêmes. Comme si on pouvait du jour au lendemain oublier comment s'est construit le capitalisme mondialisé sur base du colonialisme, du néocolonialisme, et d'où viennent encore actuellement nos ressources et les biens qu'on consomme en masse chez nous. Et donc, cette illusion d'indépendance a comme effet de masquer aussi toutes les relations d'exploitation qui existent, toutes les formes d'oppression qu'on retrouve au sein des communautés et tous les jeux de pouvoir et de contrôle. Donc, qui, en fait, peut décider de qu'est-ce qu'on produit, pourquoi, de quelle manière et avec quel effet sur la santé. Et c'est pour ça qu'en fait, l'écologie ne peut être que politique. Ou en d'autres mots, une écologie conséquente ne peut relever que d'une gestion consciente et collective de notre rapport avec le monde naturel dont on fait intégralement partie. Mais actuellement, ce rapport est déterminé avant tout par le fonctionnement anarchique du capitalisme qui a besoin d'une croissance en permanence de la production, des transports et de la consommation, comme Pierre l'a déjà bien illustré. Et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est déjà Marx qui l'a analysé il y a 2 siècles, comment fonctionne cette dynamique interne du capitalisme, pourquoi il se base d'une accumulation en permanence. Il y a besoin de cette accumulation, de cette croissance pour sa survie, et même, en fait, les seules périodes où on n'a plus une croissance de la production et de l'énergie, c'est des périodes de crise qui vont de pair avec un chômage massif, réduction des revenus et une pauvreté qui s'accroît encore plus. Donc voilà, je pense que en fait, le constat est clair. Donc le capitalisme vert qui s'appuie sur les technologies, les mécanismes de marché n'apporte aucune solution aux enjeux écologiques majeurs et ne fait que créer de nouvelles sources d'exploitation de la nature et des travailleurs comme source de profit pour le capital privé. Puis les discours individualistes, la liberté de consommer et d'entreprendre, tous comme ceux de la création et la protection de l'emploi grâce aux investissements privés, ne font que dissimuler surtout notre interdépendance et les rapports de force et de domination qui sont bien réels. Et aussi qui font qu'on évite de parler de toute notion de gestion collective et démocratique de qu'est-ce qu'on veut produire, avec quelles ressources, pour quel but. Et j'ajouterai un 3e message qui est peut-être un peu moins évident, on peut toujours y revenir dans la discussion, c'est qu'en fait, il faudra aussi regarder l'État au sens large, pas comme un ensemble d'institutions neutres au service de la collectivité, mais l'État tel qu'il fonctionne aujourd'hui, l'État bourgeois, est fondamentalement un ensemble d'institutions qui agissent dans les intérêts des classes dominantes. Bon, quelles sont les implications stratégiques de cette analyse ? Je pense qu'il y a quelques implications stratégiques clés à en retirer. Tout d'abord, les élections peuvent évidemment être un outil pour mettre en avant et visibiliser les grandes lignes d'un programme politique alternatif, un programme politique de rupture, mais le Parlement, que ce soit au niveau local, régional, belge ou européen,
ne sera jamais l'endroit où on peut vraiment créer un rapport de force nécessaire pour imposer un programme de rupture face aux intérêts privés qui sont très puissants. D'un autre côté, il faut un débouché politique aux luttes écologiques locales. Donc il y a des luttes écologiques locales très intéressantes, très pertinentes qui existent. Il faut les soutenir à fond. Il y a aussi des expériences d'autogestion qui existent. Il faut les soutenir, les visibiliser. Mais ce serait une illusion, je pense, de croire qu'on peut arriver à une généralisation de ces luttes-là et que ça suffira à changer de fond en comble le fonctionnement de notre société. En fait, il faut mettre sur devant la table la question du pouvoir politique, parce que si on n'oppose pas cette question, le débouché le plus probable pour des initiatives intéressantes, c'est leur marginalisation, voire leur écrasement, soit par la répression, soit par les pressions économiques. Et donc, pour moi et pour la gauche anticapitaliste, on pense que la seule piste valable pour un changement structurel, c'est l'auto-organisation de la classe travailleuse, des exploités et des opprimés, appuyée par un ou par des programmes politiques et une stratégie politique qui donnent un horizon à ces luttes. Parce que nous en tant que la classe travailleuse dans un sens large, on n'est pas seulement les premiers à subir la dégradation environnementale et l'exploitation capitaliste et les politiques antisociales, mais on a aussi une capacité collective de résistance, d'organisation et de transformation collective. Bon, avec ces stratégies en tête, j'aimerais revenir brièvement sur le bilan des luttes et des politiques écologiques récentes en Belgique. Donc on a eu quand même des luttes écologiques importantes ici en Belgique et même au niveau mondial dans les années, dans 2018-2019. On a vu une vague de conscientisation, un certain rejet des politiques du capitalisme vert, peut-être pas toujours explicité de cette manière-là, mais en tout cas, on observait, on constatait les échecs ou l'absence de politique réelle qui pouvaient s'attaquer aux urgences écologiques. Et donc on a vu les marches pour le climat, les jeunes qui se mobilisent à niveau international, avec cette remise en question des politiques qui sont menées. Ce mouvement, je pense, a évolué en deux parties, dans deux directions. D'une part, il y a une partie qui a été récupérée par les partis verts, même si au final, on n'a pas vraiment vu la vague verte non plus qu'on prévoyait. Et d'un autre côté, il y a eu quand même une radicalisation d'une autre partie du mouvement, où ça a évolué vers, où on a vu une popularité croissante de mouvements tels qu'Extinction Rebellion, les Soulèvements de la Terre en France ou Côte Rouge en Belgique. Bon, en même temps, au niveau des politiques gouvernementales en Belgique, clairement, c'était une continuation des politiques du capitalisme vert, avec tout au plus des avancées symboliques, y compris avec le gouvernement Vivaldi, où les verts étaient dedans. Et surtout, des cadeaux aux entreprises à qui on donnait parfois des subsides massifs pour rendre les technologies vertes rentables, alors que les personnes les plus précaires subissent souvent le plus les coûts, comme par exemple avec des mesures comme la taxe carbone. Conséquences politiques, en l'absence d'une alternative sociale crédible de gauche, il y a un backlash réactionnaire avec un rejet par les classes populaires des politiques écologiques et ainsi de l'écologie tout court. En même temps, on voit une difficulté croissante des politiques à faire face aux multiples crises économiques, écologiques, et puis la pandémie, on a eu la crise énergétique, les tensions géopolitiques. Et dans ce contexte de crise, la réponse des gouvernements a été surtout un recul sur même les mesures très maigres d'écologie dont on parlait, comme le plan vert, le pacte vert à l'européen. Et sous l'argument de dire on fait face à une crise énergétique, on va retourner on va présenter le gaz et le nucléaire comme des alternatives vertes aux énergies fossiles. Et ça aussi sous le gouvernement Vivaldi, par exemple, avec la présence des partis PS et Parti socialiste et les Verts. Puis, montée des forces réactionnaires aussi au niveau politique. On voit la montée de l'extrême droite un peu partout
en Europe, en Belgique aussi, et bon, l'arrivée au pouvoir, enfin la continuation de l'arrivée au pouvoir dans les différents gouvernements des partis conservateurs, voire d'extrême droite, enfin en Belgique, la NVA et le MR notamment. Les politiques de l'Arizona, je pense qu'au niveau écologique, on peut les résumer surtout par une absence de toute référence à l'écologie. Donc on n'en parle presque plus dans le contexte actuel, et en même temps, on continue à prendre des mesures antisociales et productivistes, comme toutes les mesures qui nous font travailler toujours plus, ou le développement du nucléaire, surtout dans l'idée de fournir de l'énergie bon marché aux grandes industries, qui font face aussi à des coûts supplémentaires en termes d'énergie. Le problème des mouvements de lutte à l'heure actuelle, et enfin ces dernières années, le problème principal, on pense, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu justement d'expression politique autonome et radicale de ces luttes-là. Donc à l'heure actuelle, je pense qu'on peut dire, et là je rejoins globalement les analyses de Pierre, qu'il n'y a aucun parti au Parlement qui a un programme, qui représente un programme social et écologique qui reflète les revendications des mouvements sociaux plus radicalisés qui mettent en avant des revendications écologiques aussi. Et en même temps, il y a quand même un levier ou un carburant important des luttes à l'heure actuelle, c'est la lutte contre la casse sociale de l'Arizona, où là c'est dommage qu'en fait on parle très peu aussi des questions écologiques, alors qu'elles auraient toute leur place aussi dans les mobilisations contre l'Arizona. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un enjeu pour les syndicats, d'une part, d'intégrer ces questions-là, et pour le mouvement écologique aussi de s'allier à ces luttes-là contre l'Arizona et d'y porter aussi les revendications écologiques. Voilà, bon, j'arrive doucement à la fin, mais donc pour finir, quelle perspective alors dans ce contexte-là? Donc, je pense ce dont on a besoin et ce à quoi on essaye aussi de contribuer à la gauche anticapitaliste modestement, à travers nos activités politiques et aussi notre implication dans les mouvements sociaux, c'est le développement d'un programme politique, d'une stratégie politique qui peut, on espère, être portée par du coup les syndicats et les mouvements sociaux. Parce que comme Pierre l'a dit, on peut lutter contre, mais surtout, on a envie de lutter pour des alternatives désirables. Quels sont les différents volets de ce travail politique? D'une part, parler des urgences écologiques et mettre clairement en évidence l'échec du capitalisme vert à faire face aux urgences écologiques. Puis deuxièmement, parler d'un horizon qu'on peut appeler éco-socialiste comme alternative au capitalisme pour montrer qu'il y a des alternatives désirables possibles. Et troisièmement, partir de la situation actuelle et des revendications immédiates pour les porter un pas plus loin. Et dans par rapport à ce dernier aspect, comment est-ce qu'on ancre en fait nos revendications qui permettent d'aller à l'encontre de la logique actuelle du système capitaliste, comment est-ce qu'on ancre ça dans les luttes qui existent et dans la situation actuelle? Là aussi, j'avais mis quelques idées, sans vouloir être exhaustif, des exemples de revendications qu'on peut mettre en avant, et je pense que ça rejoint même en grande partie les revendications qu'a mis en avant Pierre. Donc, tout d'abord, face à la casse sociale et les effets sociaux aussi de la crise énergétique qui est en train d'arriver, réinvestir et renforcer massivement le système de sécurité sociale et la protection des salaires. Une opposition claire aux investissements dans les énergies fossiles et nucléaires, et au contraire, s'appuyer sur la nécessité d'investir massivement dans le développement des renouvelables. Puis un plan public d'investissement massif dans les besoins de base de la population, les soins, l'éducation, le logement, y compris donc les rénovations, l'alimentation saine et durable. L'abaissement de l'âge de la retraite et une réduction collective du temps de travail, effectivement pour les raisons qu'a dit Pierre. Donc combiné aussi à une garantie d'emploi socialement et écologiquement utile, parce que ça permet non seulement de combattre le chômage et le burn-out, donc de répartir mieux le travail, mais ça permet aussi de libérer du travail pour participer
à une gestion collective, démocratique, donc pour faire de la politique tous ensemble et ne pas délaisser ça à une élite ou des experts. Puis remettre aux mains de la collectivité les ressources financières nécessaires pour financer ces politiques-là. Et là, effectivement, il y a plein d'outils. Une fiscalité plus progressive, une hausse du taux d'imposition des sociétés, une lutte effective contre la fraude fiscale et un impôt exceptionnel et substantiel sur les grandes fortunes, pour ne donner que quelques exemples. Puis, reprendre effectivement le contrôle des leviers dans les secteurs clés comme l'énergie et la finance pour piloter la transition. Et dernièrement, aussi parler des activités inutiles et nuisibles qu'on peut en fait directement supprimer ou en tout cas radicalement réduire, comme par exemple la publicité qui n'a aucun apport aux besoins réels sociaux, mais qui au contraire ne pousse que les gens à consommer, ne crée que des besoins artificiels, ne pousse les gens qu'à consommer et a un impact écologique en lui-même. Le secteur de luxe, puis des projets destructeurs comme le métro 3 à Bruxelles, les extensions d'aéroports ou aussi les data centers qu'on veut construire actuellement pour l'IA. Et puis aussi s'opposer au plan d'armement comme Rearm Europe, telles qu'elles sont conçues actuellement, parce que là, dans la conception, ils profitent surtout aux industries militaires en Europe, mais aussi aux États-Unis, et n'ont rien à voir avec un soutien concret à des peuples en lutte dans une perspective de solidarité internationale. Donc voilà, ça c'est un peu, je pense, notre position, et donc en tant que Gaussian Catalyst, et je pense que c'est très riche de voir les possibilités, là c'est possible de s'allier à d'autres forces politiques et dans les mouvements sociaux évidemment, pour mettre en avant, pour discuter de ces alternatives, les mettre en avant et voilà, créer un avenir désirable.